Chers téléspectateurs du bœuf bourguignon, nous y sommes toujours et à la place du bœuf bourguignon, aujourd'hui nous avons pris du poisson sawa. Hein, c'est la raison pour laquelle Francis est là. C'est peut-être le poisson qu'il a amené sur ce plateau, je ne sais pas. Il va nous le dire bientôt. Francis, c'est le second producteur d'Erico. Erico Jumbo, ouais un peu. Je vous remime la chanson. La vie au village est difficile, maman. Je vais en ville pour chercher la vie. Douala Ifani sauter, je vais surfer sur le net et trouver mon blanc, mamie. Même s'il a le serpent. Voilà. Donc ça c'était Jumbo Star. Donc tu vas nous l'amener, Francis, hein? Oh oui, bien sûr. Bientôt. Que ça ne vienne pas l'histoire de Jésus qui est le plus bon. Mais l'invité principal, c'est Gino Sitson, qui est enfin dans le bœuf bourguignon. Lui aussi, je l'avais tellement attendu que j'ai commencé. Gino, ça va? Très bien. Ça va bien le poisson, hein? Non, en passant les ingrédients, là, c'est toi qui les as... Le gars va me vendre maintenant que... Oui, c'est moi qui ai cuisiné. Oh là là. Oh, je suis mal barré. Bon, salut à toi, Pat. Magique Boma, donc. Tu reviens bientôt. Bon, Gino. Je rappelle que cet album est sur le marché depuis quelques jours. On va dire ça comme ça. Gino Sitson, Echo Chamber. Echo Chamber. I have to pronounce in English. Echo Chamber. Because your country, your former country, or your first country is Balenga country. C'est Balenga country. Bon, so Echo Chamber. And there is a nice, very nice song here. I would like to listen. Something like no. No. Buanku, buanku, nyo sonalambo. Nyo sonalambo. Dita. Gala, une montre, mon Dieu, j'ai envie de piquer ça. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait dans le nous, Nous, c'est l'histoire de... C'est quand j'ai perdu mon frère, un de mes frères, le seul frère que j'ai perdu d'ailleurs. Voilà. J'ai écrit ce morceau-là pour lui, et puis lui rendre hommage, et que le malheur, on ne sait jamais à quel moment il va arriver, quoi. C'est quelque chose de... tu rentres chez toi, t'apprends que t'as une mauvaise nouvelle, en fait. C'est ça un peu l'histoire autour de ce morceau. Il y a les tristes nouvelles. Tristes nouvelles. Comme disait quelqu'un, c'est pas le nouvelle qui est triste. Ouais. C'est ce qui se passe qui est triste. Jean-Michel Cancan. Bon, voilà, donc on va faire comme s'il était allé quelque part retrouver nos ancêtres. Tout à fait. Eux aussi, ils avaient besoin de lui. C'est donc pour ça que tu as écrit nous. Je ne vais pas te demander de la chanter. Ouais. Il vaut mieux pas. Et ça évoque aussi les parents, mon papa qui est parti aussi, ça parle de ce départ-là, et mes grands-mères que j'ai connues, qui nous ont quittés, quoi. Donc ce sont des personnes qui étaient magnifiques, de belles personnes, généreuses, humaines, magnifiques en tout cas. Voilà. Bon, avant de revenir sur le questionnaire que Gaston Chokonte a préparé pour toi, car il en a préparé un lot, hein, on va cuisiner. Le bœuf bourguignon va s'occuper de Francis maintenant. Francis. Mr. Daddy. Il manque un jour pour que ça donne toute une semaine, quoi. Il est fort. Le gars était fort, mais 6 fois seulement. Francis. Ouais. Alors, j'ai ici dans les mains le second album de Erico. Ouais. Donc celui que tu as produit après son accident. Exactement. Il y a même les traces de l'accident sur son... Oh, le pauvre. Ouais. Le digne successeur de Bébé Black. Le jour où je l'ai écouté pour la première fois, je me suis dit, voici le successeur de Bébé Black qu'on attendait depuis à l'époque, ça fait 31 ans. 2007, hein. Ouais, cela faisait 31 ans que Bébé Black était mort. Et en écoutant Erico, je me suis dit, voici le successeur de cet homme. Le gars te fait un bon makossa, pur. Il mélange du douala et du français comme le faisait Bébé Black. Et le son derrière, c'est du makossa qu'on avait perdu, quoi. Oui. Magnifique. Je n'ai pas écouté le soukous là-dedans. Non. Dis donc, Erico, tu es un bon garçon, mon gars. Comment va-t-il aujourd'hui? Oh, il va très bien. Très très bien. Très bien, ouais. Très bien. Il a, on peut dire, à 90%. Ouais. Il est toujours beau gosse. Toujours. Ça ne change pas, ça ne change pas. Bon, Erico, tu viens, hein, quand tu es à Paris, là. Tu prends mon numéro. Je vais d'abord prendre le tien. Tu viens,
Même s'il est minuit, tu viens au Bœuf Bourguignon, je veux te recevoir. Je t'aime beaucoup. Tout est bien ici. Ah bon? Tu me l'avais pas encore dit? Tout est bien. Tout est bien, franchement. Très bien. Donc, ce deuxième album, Je sors de loin. C'était le titre. Parce qu'il sortait de loin exactement. Avec l'accident qu'il a fait, avec tout ce qu'il avait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce j'ai entendu dire des trucs, on a dit... Rien, c'est juste le destin de la vie. Un simple accident de route. Un simple accident, le destin. À quel endroit du Cameroun? Ils étaient fatigués, à Yaoundé, à l'entrée de Mbankomo. Ah, la route est étroite, là. Non, la route est normale, mais le problème, c'est que c'est un accident normal. Ils sortaient je pense, de Bafoussam à un concert. Ils allaient à un autre concert. En fait, Sergio Polo les avait appelés pour la soirée dédicace de... Je me rappelle plus de l'artiste. Donc, ils étaient tellement... C'est les accidents normaux. Seul, hein, il est rentré dans une voiture qui était garée. Mais il ne fallait pas que cette voiture soit garée là. Tu as failli nous enlever quelqu'un. Fais attention. C'est ça. Bon, tu ne peux pas en parler plus que lui, mais on sait que dans cet album, il y a eu au cœur, Erico déjà lui-même, au lead vocal, il y a eu des arrangements du grand Togi. Excusez du peu. Il va bien, le grand Toto? Il est là. Je pense qu'il est à Douala actuellement. Lui qui ne vieillit pas là. Il ne vieillit pas, toujours Bastos. On a rendu hommage à Ebony Wesley il y a 2 ans, quelque part à Paris, là, porte de Pantin. Quand le grand Togi est arrivé là, puis sa guitare, disons, il était plus jeune que moi. Bastos, toujours jeune. Toujours Bastos, toujours jeune, quoi. Le gars nous a grincé ce soir-là. Domé, j'étais content. Donc, il y a le grand Togi qui est à l'arrangement, donc. Il y a Eric et Youssouf Dalé, Francis Dalé qui continue. Et management en général, c'est le même Francis Dalé. Tu es le parti unique de son album, quoi. C'est ça. On te retrouve partout. Partout, ouais. Bon, formidable, on en reparlera bientôt. Il y a aussi cet autre single, c'est pas un album, c'est un single, de Moni Miller. Donc c'est Moni Miller qui revient, arrangé par toi, Gino. 2 morceaux. 2 morceaux, oui. Ce morceau-là de Yann et puis un autre qui s'appelle Ndolo. Moi je vois ici Beyaye et Dinala. Là c'est un album single. Ça c'est le premier qui va sortir. Celui qui arrive. C'est celui qui arrive. L'album, ouais. D'accord. Ça sera dans l'album. Ça c'est un single qui est sorti avant. Disons, rechante-nous cette chanson-là. Non, c'est là comment? C'est une très belle histoire. Très bon. Donc, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans dans Daisy Anne, là, machin? Nous, on raconte toujours nos anciens, ils racontent toujours les histoires d'amour. Ouais. Et Anne, là? Au village, Ndédi Anne. Elle s'appelait Anne Dédi. Elle s'appelait Anne, ouais, Ndédi Anne, ouais. Dans le grand frère. C'est l'histoire du... Le grand frère était Ndolo de Ndédi Anne, quoi. Terrible, ouais. Il est au village, on lui annonce qu'Ndédi, ça ne va pas. Ndédi Anne, ça ne va pas et tout ça. Il entendait, on lui est venu lui annoncer l'histoire. Voilà, c'est ça. Je me souviens de moi. Donc, c'est un peu ça. Ndédi Anne m'a dit, Ndédi Anne, finalement, à un moment, l'a laissé. Elle n'a même pas eu pitié. De lui. Elle n'a pas eu pitié. Méchante. Faut retrouver c'est les histoires d'amour, c'est ça dans les. Donc du coup les gens ils seront très surpris même que de le retrouver. Que c'est Dino qui a arrangé cet album. Quand ils écoutent la musique de Guillaume, ils disent mais comment est-ce qu'il peut aller faire un truc comme ça? Mais ils ne savent pas que le gars il est né là-dedans. Le gars est né là-dedans. On a dit bon. Autour de tout. Voilà. Exactement. 1984 ça. Oui, 83, 84, je crois. Oui, mais moi j'ai dansé ça l'été 84. Les mémoires des à Fumbot, à Mangueba, pour ceux qui sont de Fumbot, à Mangueba, derrière vous. Il a des dates. Je peux pas. J'en profite pour saluer Suzy Paula, qui est quelque part en Gangue là-bas. Elle adorait ça. Bon, voilà. Donc, Moni Miller revient dans quelques jours, là, on va dire ça comme ça. Les arrangements sont de toi. Il y a plusieurs personnes qui ont arrangé là-dedans. Sanfran Thomas. Il y a Sanfran Thomas, Yves Diok. D'accord. Yves Diok, qui est ici à Paris, là. Il a arrangé un album. Salut Yves. Un titre.
Bien. Et Sam Fantoma, quand il touche à quelque chose, c'est bon. Hein? C'est chez Sam Fantoma que j'ai pris l'album. D'accord. Donc, vous avez vu la générosité de Gino. Hein? Il vient dans son émission. Il ne veut pas qu'on parle que de lui, il parle aussi des autres. Il amène son ami. Il dit, viens, on part ensemble. C'est ça le vrai Cameroun, nous vivre ensemble là, non? Et quel ami, jeune frère précieux. Hein. Fidèle et tendre, quoi. Comment chanter à l'église? Franchement. Et... Bon, Gino, aujourd'hui on a brossé ton parcours en Occident. On sait ce que tu as fait à New York, qui tu as signé, comment Bobby Murphy t'a... Comment on a dit I love you. On sait qu'en France, on dit, bon, ton frère, c'est un peu trop compliqué, là. Ouais, c'est toujours compliqué quand il s'agit des Africains, parce qu'ils sont les meilleurs. Ça ne m'étonne pas. Oui. Si c'était Johnny Hallyday, ça aurait été nickel, alors qu'il n'a pas écrit une chanson. Bon, bah, allez, ça, dors bien, Johnny. Bon, mais ton parcours artistique au Cameroun, on ne le connaît pas du tout. Je sais que tu as joué dans les boîtes, là, tu as fabriqué les boîtes, tu as tapé. Mais avant de partir du Cameroun, quel était ton parcours artistique? Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. J'ai vraiment pratiqué la musique en France, en fait. À la différence de beaucoup d'autres musiciens, j'ai pas joué dans les cabarets, rien. J'étais tout jeune. Mais j'ai... tout petit, j'étais très friand de musique, tout simplement parce que j'ai appris en regardant, en observant comment on jouait. D'ailleurs, nous sommes quand il jouait de la guitare, je regardais, je dis, ah, ça c'est un do, ça. Et en discutant, il dit, oh, je vais jouer un do majeur. Et il parle à quelqu'un, je regarde, je rentre, je trouve une guitare, je dis, ah, do, c'est ça. Comme ça que j'apprenais, parce qu'il n'y avait pas d'école. Un autodidacte, il n'y en a toujours pas, 50 ans après. J'étais tout petit. Donc après, c'est vraiment en France en fait qu'au Cameroun, donc c'est vrai que c'est un blackout total. Mais je suis retourné jouer quelques fois. Le morceau, l'album, le premier album Vocal Deliria où il y avait Makalapati. Makalapati est le titre le plus connu de mon répertoire en fait. Bizarrement, mais. Parce que c'est le beignet, Makala. Un mot que j'ai même appris à Paris. Hein. Je connaissais pas ce mot là au pays. Tu vivais dans les barrières ou quoi? Oui, ouais, voilà, beaucoup. Ouais. Les enfants de barrière, là, nous, on regarde du coin, là, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. C'est à Paris qu'il y a une alpha de Makala. Il rentre de l'école, barrière, tchac. Donc tu n'avais pas écouté. Ah, Tobias, c'est. Non, Mikala, on Mikuru. Ça, c'était Jimmy Bouillon, ça. Et l'américain qui répond, yes, maman, Tobias a tout bien. On a mangé nos capotes, mais pas ça. Non, il disait dans une boîte de nuit, il disait à Pépa, sur la Anneli, à Kobama. Il dit qu'il est américain. Il veut me voir. Vous avez entendu? Un Américain qui me voit, on va voir ça. Il était trop bon. Père ton âme, Jimmy. Bon. Donc tu apprends le mot Makala à Paris? Oui, j'apprends le mot Makala à Paris. Comme un Parisien, quoi. Comme un Parisien. En fait, la carrière, bon, elle n'existait pas vraiment quand j'étais petit, c'est sûr. Parce que j'admirais. À chaque fois qu'on me disait, va chercher un truc là-bas, je sors. Mais avant de rentrer à la maison, je m'arrête un peu. Je m'arrête chez les grands frères, là, je m'arrête. Je vois un peu comment ils jouent. Je me cachais, je rentre. Après, je rentre à la maison, on ne savait pas que j'étais en train d'explorer. Surtout qu'à l'époque, c'était considéré comme le travail des voyous. Des voyous des années 40, tout ça, machin. C'était vraiment mal vu. Mais après, ce morceau a beaucoup marché au Cameroun, enfin, médiatiquement. Hein. Médiatiquement, oui, c'est là que je t'ai connu. Vraiment le succès d'estime. Et bien, ce qui est marrant, c'est que c'était pas prémédité en fait. Et si je te raconte l'histoire autour de cet album, nous on aime bien le Congo, ça. C'est une histoire incroyable quand même, parce que je vais au studio travailler avec un mec ici là à Paris, travailler sur une pub. J'étais vraiment dans la pub beaucoup. J'ai fait des habillages antennes de France 3, de plein de chaînes de télé, à la voix, tu as dû m'entendre. Vas-y, partage les voix aussi. Et il y avait des parties de voix où tu vois l'image avant la pub et après la pub, tu vois tous ces habillages là, c'est moi qui faisais ça. Et même pour les collants, des collants
On va pas donner non, on peut dire 10 000. Il vaut mieux pas, ils m'ont pas payé. Le truc de mayonnaise. Ouais, mayonnaise, oui, il est fort. Mayonnaise. Calvé, mayonnaise. C'est toi. Calvé, mayonnaise. Gna, 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 gna. C'est le vent américain. Calvé, c'est toi. C'est moi. Ah, tu sais pas fort. Francis, il m'a jamais dit ça. Oh. Mais ça, c'était au Cameroun, ça. Mais j'étais en France, on faisait ça ici, c'était envoyé là-bas. Bon, les enfants n'en mangeaient pas, c'est pas bon. Il y avait des trucs pour. C'est toi qui nous as bourré avec. La voiture de l'Afrique. J'ai pas dit le nom, mais on va. Oui, mais pas. C'est une voiture. Ah oui, une voiture française, mais on va d'ailleurs, on peut me la citer, ça ne se vend plus là-bas. Vas-y, cite, c'était quelle marque? Peugeot, la voiture. Oui, ça se vend, ça se vendait quand on était petit. Maintenant, c'est les voitures, on peut le dire. Voilà. Et là, un jour, je vais justement faire une pub avec un mec, un ami à moi, Emmanuel Rambaldi. Il m'invite, il me dit, mais on fait une pub pour une marque de cigarettes. À l'époque, on faisait encore des pubs pour des marques de cigarettes. Moi, je fume pas, au passage, bon. Je bois un peu de rouge parfois. Bon, vas-y, ton verre est vide. C'est la grenadine, hein. Comment tu peux dire que c'est de la grenadine, les Coca-Cola, on va faire une pub, pardon. Et donc, alors maintenant, jus des raisins, pardon. Donc maintenant, oui, c'est le jus de raisin, t'inquiète pas. Le gars me dit, j'ai un plan là pour toi, mais il faut que tu fasses tout seul à la voix, plein de pistes. Je lui ai dit, il me dit, bon, je peux te payer telle somme d'argent, mais en contrepartie, bon, même si c'est pas beaucoup d'argent, bon, pour moi, c'était beaucoup d'argent, tu vois. C'était combien de francs, en francs? Belle question. C'était peut-être, il m'a donné peut-être 3 ou 4 000 francs. Ouais. C'était pas beaucoup pour une pub, mais pour moi, comme tu en avais besoin. J'en avais besoin. Je crois que c'est 3 4 000 francs. Aujourd'hui, il ne va pas te donner. Le gars savait que tu avais besoin. Aujourd'hui, il ne va pas te dire ça. Il t'a fait ça, quoi. Ouais. Il t'a fait ça. Il me dit ça. Et alors? Alors, il me dit, en contrepartie, je te laisse le studio, tu fais ce que tu veux. D'accord. Je dis, d'accord. Je dis, ben, comment je fais avec. Je dis, je faisais des trucs déjà à Capella, mais sans plan de carrière. Oui, sans plan de carrière, sans plan d'album et tout. D'album. Pardon. Et je me retrouve au studio, je rentre au studio, j'installe, je lui donne-moi des pistes, ouvre-moi des pistes. Il ouvre les pistes, je me mets à chanter. Et sur Makalapati, par exemple, je chante. Et parce que j'avais le texte déjà au départ, j'avais le texte un peu. Et le Cameroun était le pays le plus corrompu. Un truc, 95, je crois. Ouais, 95 déjà. Oui. On était au top. Ouais. On était au top. Ça fait longtemps qu'on on a souvent été au top de beaucoup de choses. Et j'avais la rage. Malheureusement. J'avais la rage, j'étais énervé. J'habitais dans le 5e, je me suis dit, ah non, moi ça m'énerve. Pourquoi mon pays est au top, machin. Je dis, bon, je vais chanter un truc. Donc je me mets à chanter ça. Et à la fin, je dis au gars, comme il jouait du sax soprano, je lui dis, mais gars, tu peux pas mettre ça? Donc il me dit, ouais, pourquoi pas? Je vois bien le gars, je me souviens de lui encore en train de faire ça. Hey, Manu, c'est son petit pied là comme ça. Et les gars, tu n'es pas en place. Donc il a joué le truc et j'ai posé les voix derrière. J'ai fait d'autres parties, tout l'album entièrement a cappella. Je me suis retrouvé. Je termine alors l'enregistrement. Je pars avec la bande. Je fais écouter à des copains ici, camerounais, d'ailleurs qui nous regardent sans doute là maintenant. Ils me disent, ouais, mais ton truc là, il faut que tu mettes. Déjà, le gars au studio me dit, mais mets les claviers, mets les choses. Tu vois, c'est pareil, il faut que tu mettes des choses, là, il faut que tu mettes la guitare. Je lui dis, non, je laisse ça comme ça va. On me dit, mais tu es têtu. Toi, le petit là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je dis, bon, j'ai dit, non, on va regarder ça. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, quand même, la France a reconnu cet album-là. On en parlera dans quelques secondes. Eh bien, l'album sort. Je vais dans chez Night and Day, la maison de disques qui avait Bonavista Social Club, tout ça. Ils avaient pignon sur eux à l'époque. Donc, je vais les voir maintenant. Bon, je vais au culot, j'ai arrivé à obtenir un rendez-vous avec Patrick Colioni, qui est décédé il y a quelques années. Vraiment, c'est quelqu'un de précieux, qui a toujours cru en moi, qui a toujours accepter ma démarche, quoi. Accepter tout ce que je lui proposais. Je venais le voir, j'ai dit, mais j'ai ça. Il dit, bon, tu veux le faire pour quand? On y va. Tu vois, le genre de. C'est pas mal quand même. C'était comme un luxe. C'était comme un grand frère, un tonton, tu vois. Et bien, il me voit, donc j'arrive au bureau, il fait écouter, je lui fais écouter. C'était à l'époque, c'était les cassettes. Donc je mets la cassette, je cale bien à l'endroit. Je cale à l'endroit où je veux qu'il écoute. Il ne faut pas qu'il écoute. Il y avait une répétition derrière, que ça fasse pas des ordres, tu vois. Il écoute les premiers morceaux. Il écoute 2 premiers morceaux et il dit, arrête. J'arrête, il me dit. Je peux me permettre de te tutoyer. Tu es un jeune, c'était un Français, un blanc, mais il me dit, je peux te tutoyer.
Tu es un jeune artiste qui a beaucoup de talent et que ne change surtout pas, tu vas avoir une carrière extraordinaire. Je lui ai dit, ah bon? Je me mets à rire, comme je rigole tout le temps. J'ai dit, ah bon? Vous êtes sérieux? Il me dit, je vous propose deux choses. Une licence ou un contrat de licence ou un contrat de distribution. Et je le regarde et je lui dis, ouais, je vais voir. Et il me donnait une avance. Avec la licence, on donnait une avance, c'était en moyenne 20 000 comme ça. Mais moi, un album où j'ai rien dépensé au départ, tu vois, je me dis, mais je rentre, comme on dit chez nous, je rentre au quartier. Bon, c'est pas le quartier, c'est pour dire que je vais rentrer, voir les amis. Les gars me disent, non, faut pas donner des trucs comme ça. Les blancs vont te voler, hein. Il faut donner. Non, fais ta distribution, tu gardes tes affaires pour toi-même. Mais une erreur très grave, parce qu'en fait, la licence, ça me permet. Mais je savais pas faire la différence de licence, distribution. Qu'est-ce que je savais, gars? J'étais un chanteur. Ce gars, il chante, on dit, chante ici, tierce carte. C'est tout ce que je savais faire, je savais rien, je connaissais pas le business. Et alors le gars, maintenant, il me propose ça. C'est curieux parce que c'est une belle leçon de vie, en fait, de se dire qu'il faut souvent bien s'entourer de personnes qui sont sincères et compétentes dans leur domaine. C'est pas parce que les gens qui sont plus âgés, peut-être sont aînés, mais ne pas savoir les choses qu'ils savent. En effet. Tu vois, c'est pas parce que je dis, Francis, écoute-moi, petit. T'as vu petit quand même, je t'explique. Non, une forme d'arrogance, tu vois. Et je me suis planté parce que j'ai écouté justement ces années. Mais alors, les 20 000 francs, tu as fait quoi? J'ai pas pris justement, je suis rentré le voir parce que la licence, avec l'avance, il prenait la licence c'était sur 5 ans et j'avais l'avance de 20 000, à peu près, 20 000 exactement, tout à fait, francs. Et alors, et après, ça veut dire qu'ils font la promo, ils print, ils gravent les CD, ils font tout. Ils font la promo, ils font tout. Tout. Et moi, après, je récupère juste mes royalties de 20%, tu vois. Mais déjà, on te donne de l'argent gratuit. Enfin, qu'est-ce que j'ai rien dépensé pour ça. Mais là, je fais une erreur grave. Je dis non, distribution. Après, le gars me dit non, garde tes affaires. Ils veulent te voler, tout ça. Ceux qui d'ailleurs, auparavant, me disaient non, ton truc là, il faut que tu mettes la guitare, mets la batterie, les trucs de voix là, c'est quoi, c'est bizarre, c'est la musique des blancs. Mais c'est une musique plutôt de chez nous. C'est incroyable quand même, l'inculture que nous avons aussi parfois dans notre communauté. Alors que c'est quelque chose qui parle au village, dans tous nos villages respectifs là. Que ce soit à Douala, à Bonadeke ou bien à Bazou, à Banjoun, n'importe où. Le chant a cappella existe, il est partout. C'est le meilleur chant. C'est même le meilleur chant. C'est le meilleur chant. Ceux qui ont fait des chorales, là, on chantait quoi. Mais il n'y a pas d'instrumental, d'orchestration derrière. C'est même le meilleur chant. C'est le meilleur chant. Trop d'instruments, ça me fatigue. Ça appelle les anges. Les gens. Non, moi, ça appelle mes esprits. Ça appelle mes ancêtres, mais c'est pas grave. Alors, finalement, tu as pris ce distributeur. Je suis resté distributeur, donc j'ai gravé les CD moi-même, avec de l'argent. Comme je travaillais, je faisais de la pub, je gagnais de l'argent. J'avais pas de galère vraiment parce que tu vois, j'avais mes plans de pub, tout ça, j'étais branché pub. Et alors finalement, je me retrouve là, je prends je grave les CD, il dit ah d'accord, tu as décidé ça, vous avez décidé ça, ok, pas de problème, ok. Donc je viens, je grave les CD, je remets en distribution. Donc le disque c'était 40-60%. Donc j'avais 60, il avait 40%. Mais je ne m'y connais pas en matière de. Tu vois, ça veut dire qu'il faut que je fasse le business moi-même, la promotion tout seul. Oui. J'allais tout ça. Contacter les médias. J'envoyais les CD comme ça dans les trucs. Hein. J'envoyais comme ça par hasard. Et figure-toi, j'ai jamais eu la presse comme ça de toute ma carrière, en France en tout cas, comme avec cet album. L'album, parmi les 21 meilleurs disques du mois de mai 96, tu vois. L'Express, Le Point, Le Monde, Le Figaro, tout ce que tu veux. Dithyrambique. Ah voilà, c'est une nouvelle voix. Bon, il y en a qui disent les voix de la forêt, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Les voix de la forêt. Eux, ils sont des voix de neige. Il y avait tellement de trucs. Et puis, je regarde ça, je dis ah. Alors, l'anecdote alors qui était fascinante, et c'était surtout. J'ai eu un manager, un gars italien là qui essayait de se débrouiller comme ça, de chercher des trucs. Il me dit ouais, il y a l'Express qui veut avoir ton disque, il faut remettre le disque là-bas. Il dit ah bon? J'ai dit ben tu vas pas y aller. Je n'ose pas lui dire ça comme ça, hein, parce que t'es un aîné, tu sais, quand tu es petit. Et puis venant d'une culture où petit frère doit être toujours petit frère, tu vois. Alors il me fait non, vas-y, remettre là-bas le CD là-bas, c'est à Montparnasse, l'Express là-bas. Donc je vais à Montparnasse déposer le CD. J'arrive à la guérite, là, le mec il me dit
ah ouais, c'est pour telle dame, tout ça. J'ai dit oui, je veux juste te remettre. Attendez, je vais lui dire. Non, je veux juste remettre le CD, c'est tout. La dame dit, ah, il est là lui-même, Gino. Elle descend vite, elle me dit, vous savez quoi, ne changez jamais. C'est super ce que vous faites. Voilà. Vous me rappelez quelqu'un, je sais pas, elle me dit, vous allez avoir une carrière extraordinaire. Ah, j'étais là. C'est vrai, merci, en tremblant, en tremblant. Tu sais, quand t'as été déjà tellement frappé, quand tout le monde te dit, ouais, mais son truc là est bizarre, vraiment. Ouais. Il chante même quoi. Il chante même quoi, comme ça. Et figure-toi, vraiment sans me jeter des fleurs, c'est vrai que c'est un peu dans notre culture de dire, je suis le premier à faire, je suis le premier. Non, j'aime pas trop ça. Mais quand même, pour une fois, je vais dire que. Bah, c'est la vérité. C'est la vérité, j'étais le premier. Ce que tu vas me sortir là, c'est la vérité. J'étais le premier gars à faire, l'album a cappella. Oui. Entièrement a cappella. Le premier gars Camer. Et après, il y a eu beaucoup de gens qui mettaient des morceaux à cappella dans les albums, tu vois. Oui. Je me dis, bon, j'étais peut-être en avance un peu quelque part. Le précurseur, oui. Ouais, j'étais un précurseur à ma manière. Et c'est fou, hein, parce que on refuse de se laisser vivre, en fait, tu vois. Moi, je ne m'interdis rien, tant que c'est musical. Je me mets là, je dis, bon, voilà, je vais faire tel plan. Il y en a qui me disent, waouh, c'est très baroque ton truc, c'est très machin. Je dis, mais c'est toute mon histoire, ça. Nos histoires respectives, quand tu parlais tout à l'heure de Fumbot, de Mvokala, de ton pays natal, ton village, quoi que tu fasses, Jackie, ça te poursuit, quoi. C'est en moi. C'est en toi, que tu le veux ou pas. Que je le veux ou pas, c'est en moi. Dans des places à ceux qui ont mis les thèmes halogènes ou octogènes, je sais pas quoi. C'est chez moi, Mvokala. C'est moi. Quand je fais, que je fasse comme ça, que j'arrange le morceau de Moni Miller, mais je suis à l'aise. C'est en toi. On va me dire, Dino, qualité de musique qui fait là, c'est la musique des gars, c'est compliqué là vraiment. Et mais les gars, pourquoi vous voulez vous enfermer dans les carcans? Vous enfermer. On refuse de se laisser vivre en fait. C'est tout ça, ça fait partie de notre culture. Regarde ce qu'on écoutait quand on était même gamin, tout petit. Bah oui. Il y a le Julio Iglesias, j'ai un frère, lui, il était un autre c'était Bob Marley. Une nuit de carnaval, de lumière, de musique. On a fait le ballet avec jusqu'à. Mais tu vois, c'est tous les instruments, cette univers-là reste en nous. Quand je parlais de ça dans une télé concurrente il y a quelques jours, justement, de ce qu'on appelle la vocalité, de tous ces idéolectes musicaux que nous avons dans la voix, déjà, qui racontent une histoire, qui racontent nos propres histoires, nos histoires respectives. Parce que chaque individu a une histoire à raconter. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'exister. C'est comme si tu lui attachais, comme Toumba disait, tu attaches la jambe du danseur, tu lui dis de danser. Comme ça, tu dis, mon ami va pas danser. Mais non, laisse le gars. Tu parles de Toumba, de Vogara. Le grand frère de Domino Bar, là. Moi, je le dis encore ici, tu m'as donné rendez-vous 2 fois dans Bœuf-Bourguignon, tu n'es pas venu. C'est pas gentil. Et je vais garder son montage comme ça. Voilà. Donc, c'était un peu ça, quoi. C'était bon, l'histoire. Alors, on a compris que tes influences sont multiples. Gamin, on écoutait du français et on n'avait pas le choix à l'époque. On n'avait pas le choix. Daniel est là, sur le quai de la gare. J'ai fermé les yeux. Patrick, je t'aime. Patrick, tu connais ça? Tu connais ça, genre? Nos corps enlacés dans le sable, l'eau qui vient mourir à nos pieds. Et j'y avais une petite touche. C'était ringard, mais c'était bon. Je vois pourquoi tu aimais ça. Je vais. Il avait écrit. C'est même pas ça que. Oh, je suis gouré. Il avait écrit. Oui, tu t'es gouré. Bon, tu n'aimais pas les portes du pénitencier. Les portes du pénitencier. On a tous écouté ça. Bientôt vont se refermer. Bon, toutes ces musiques-là, plus celles que nous avons sur le territoire, ont façonné le vocaliste que tu es devenu. Je suis devenu. On va pas oublier Mama Tonta. Oui. Dans l'affaire. Maman. On ne peut pas t'oublier, même si. Ouais, jamais. Bon, aujourd'hui, Gino, est-ce que tu joues encore de la batterie? Demande à moi, je joue plus des percus et je me remets beaucoup plus je travaille beaucoup plus à la contrebasse. J'ai failli arrêter de chanter d'ailleurs, un scoop. Et juste me mettre juste à la contrebasse. Oui, c'est vrai en fait. J'ai acheté la contrebasse de Ron Carter, qu'il utilisait pour ses étudiants à la fac où il enseignait à City College. Et je l'ai d'ailleurs chez moi. Donc j'ai fait 2 années d'études d'harmonie et de contrebasse à la Harlem School of College of Arts. Something like that.
Et donc j'avais très envie de vraiment de me mettre en chanson. Mais je ne pouvais pas. Quel père, ça. Je n'avais pas trop de talent. Mais et j'ai dit, bon, on va rester calme. Est-ce que le fait de chanter en Mundumba, parce qu'on voit dans tous tes albums, ce que j'ai regardé, il y a toujours du Mundumba quelque part. Est-ce que pour toi, c'est une façon de transmettre quelque chose ou bien de sauvegarder la langue tout simplement? Sauvegarder la langue, ça c'est essentiel pour moi. Parce que nos langues là, si on ne les chante plus, elles vont mourir. Et même de partager, de la transmettre surtout. Il ne suffit pas seulement de la chanter. Par exemple, moi avec ma fille, je lui parle Mundumba. Elle est née à New York, mais je lui parle Mundumba depuis qu'elle est née. Elle a quel âge maintenant? 14 ans, Lucia. Donc bientôt il y a la dot. Hein? Ah, il faut avoir beaucoup d'argent. Hein? Donc, Lucia, hi, how are you doing? Ok. Andégué, maman. Andégué. Son dab, c'est quoi? Tonta. Tonta aussi. C'est la petite maman. Tonta Lucien. Bon. Tonta Lucien. C'est vrai, on lui dit ça quand on dit. Tu sais quoi, Tonta? Tonta Lucien. J'irai manger les beignets dans toi à Yaoundé. Tu vois quoi? Les macala. Au Santa Lucien. Donc en fait, c'est pour préserver aussi, pour que nos langues ne meurent pas, parce que j'aime bien les gens qui sont cohérents avec leur discours. C'est bien beau de chanter dans nos langues vernaculaires, nos langues locales, mais si on ne la transmet pas, on chante pour les gens qui vont mourir là tout de suite. Si dans quelques années, ça ne veut rien dire. Ça fait joli de dire je chante dans ma langue, tu sais, les gens ne comprennent pas, mais c'est pas fort. Mais si on ne transmet pas à ses enfants, mais ça ne veut rien dire. Autant faire une rupture, on peut dire voilà, ça ne m'intéresse pas, je chante en langue française, je ne transmets rien, ça ne m'intéresse pas. Là, je comprends. Mais ce n'est pas très cohérent de dire que ah ouais, c'est ça ce qui est valorisant, parce que ça fait mercantile, ça fait business, j'allais dire. Parce qu'on s'attend à ce que. On est dans la séduction permanente de dire que ils aiment bien quand je chante Mundumba. Tu vois, on joue un rôle. Oui. Mais en même temps, on n'est pas cohérent parce qu'on ne transmet pas. Si on ne transmet pas derrière, ça ne veut rien dire. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont chanter dans nos langues du pays, mais qui, devant les enfants, c'est des. Pardonnez-moi, c'est des petits occidentaux, quoi. Ils n'ont rien à voir avec ça. Absolument. Ils leur parlent anglais, ils sont contents de parler anglais, un anglais approximatif pour la plupart du temps d'ailleurs, ou un français pas toujours très bon. Pas toujours très élaboré. Et là, ça craint, quoi. Il veut être plus blanc que blanc, quoi. Ouais. Moi, j'ai vécu, je suis dans un contexte vraiment diglossique, où il y avait le Mundumba et le français, parce que papa était un latiniste, donc il fallait bien parler français. Il y avait la musique cubaine à la maison. Non, le latin. Les latinos chantaient trop cubain à l'époque, mais bon. Et c'est vrai que, et du coup, c'est fondamental pour moi de. Même si je n'ai pas un Mundumba qui est excellent, mais j'ai des bribes quand même, dans toutes les langues d'ailleurs du pays. J'adore les langues en tout cas. Parlons de langues, en dehors du Mundumba, du français et de l'anglais, chantes-tu dans d'autres langues du Cameroun? Oui, il m'arrive de chanter même en bassa, des bouts de Douala. Je sais, j'ai pas le souvenir, mais j'ai plein de langues qui me viennent comme ça. Même en néondo, il y a des trucs. Ouais, il y a un morceau, j'ai dit Madingwa. Ouais, c'est Léondo, ça. Tu ne peux pas ne pas dire. Et parfois c'est inconscient, en fait. Comme je ne prémédite pas les choses, même s'il y a un côté arrangement qui est pointilleux après, mais au niveau de l'écriture du chant, des mots, je ne me pose pas trop de questions. Il y a beaucoup de nomatopées aussi, quelque part. Et il y a parfois un mot, il y a un truc, un morceau. J'ai joué dans l'album, d'ailleurs je fais toujours un asiko dans chacun de mes albums. Un asiko dans chaque? Chaque album, ouais. Dans chaque album, il y a toujours un petit asiko. Il y a celui-ci, Aloga, que j'ai écrit pour un ami, un grand ami qui est ça. Je lui dis, Aloga Wanda Diem, Uban Shinam, Buban Velam. Je lui dis, Aloga mon ami, tu es mon frère. Mon ami et mon frère. Donc je mélange les deux langues. J'ai pas fait ça exprès en plus, c'est sorti, tu vois, comme ça. C'est sorti comme ça. J'espère qu'Aloga comprend ce que tu avais dit à Mundumba. Parce que tout le temps il dit toujours garçon, ça va? Non, garçon, il fait ça tout le temps. Tu vas bien, hein? Ouais. Donc je mélange, je fais pas exprès. Je pense que c'est mon histoire. Hein, voilà. Alors, comment un orfèvre de l'improvisation que tu es, arrive-t-il à intégrer un orchestre dans sa production? Ça, c'est l'une des questions à laquelle Gaston tient. Faut-tu lui expliquer ça? Il est là, dis-lui à Gaston. Ben, comment j'arrive à intégrer un orchestre? Surtout parce que j'ai des connaissances musicales, théoriques, je dirais, et qui me permettent une forme d'aisance
entre guillemets, ça paraît plutôt prétentieux, pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais j'ai une forme d'aisance qui peut friser, qui peut ressembler à une forme de facilité que j'ai dans l'orchestre, parce que j'entends l'orchestre déjà, c'est très important pour un chanteur. Un chanteur, c'est un musicien. Oui. C'est pas... La voix, c'est le premier instrument d'ailleurs. C'est le premier instrument, en effet. À chaque fois, je suis obligé de me justifier en disant je joue aussi de la guitare, je joue de la contrebasse. Je dis, mais je suis chanteur, ça va. C'est mon instrument premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un orchestre que je joue, je fais ça. Je sais que lui, il a joué un mi, il a joué un la, il a joué un tel. Parce que je sais, je suis musicien. On était en studio. Ouais. Je touche pas vite fait le piano. Parfois, j'allais comme ça regarder le clavier. Quand il joue, tu sais ce qu'il a joué. Ou bien j'entends, je dis il est bas, il est pas juste, il est... Donc j'entends, parce que j'ai cultivé ça aussi, j'ai travaillé ça longtemps, je travaille encore, beaucoup, je suis un maniaque, je suis un gars un peu obsédé par le boulot, et j'arrive à intégrer l'orchestre parce que je me mets dans la peau de chaque instrumentiste. De chaque instrumentiste en fait, voilà c'est ça, vraiment tatoué. Surtout lorsqu'on est touche à tout. Oui, et tu sais quoi, Jackie, ce qui est fascinant, c'est que si quand tu arrives dans un orchestre, tu sais pas ce qui se passe dans la musique, c'est comme un handicap, quoi. C'est un handicap ça te diminue. Tu es un peu faible, tu vois. Et j'aimais les challenges quand même, il faut dire la vérité. J'aimais bien les challenges. Ces garçons timides, on a bien dit, les timides, là, il faut s'en méfier. J'aimais les challenges. Quand je vais écouter des musiciens, c'est pas forcément le chanteur parce qu'il est très fort, parce que j'entends un gars qui joue. J'ai dit, waouh, le gars là joue, qu'est-ce que Toumba est en train de faire à la basse? Je dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire là? J'essayais de comprendre en fait. S'il fait ça, moi je peux faire ça. Et à la voix, tu vois. Donc c'était parfois des challenges. Et d'ailleurs, comment j'ai commencé à improviser? Je vais. Improviser dans la chanson ou dans la musique? Dans la musique tout court, dans le chant, avec le chant, ma voix. À l'époque, j'avais un groupe ici à Paris, on est à Paris ici, et on n'est pas à New York, on est à Paris, et dans le groupe, il y avait un saxophoniste, et lui, il improvisait, je disais, moi j'aimerais bien improviser comme ce gars, il est fort. Et ce que je faisais, je rentrais, je relevais toutes ces parties de sax qu'il jouait, son solo, mais il y avait des erreurs parce que je n'étais pas très bon en harmonie. Même les erreurs, je copiais, je disais, je vais chanter ces parties-là. Donc je relevais et je voyais le phrasé. Tu vois, j'essayais de recopier comme ça en me greffant dessus, comment on dit, sur son travail, tu vois. Et puis même les failles qu'il y avait, ça m'intéressait pas. Je disais, je vais faire comme lui. Tu faisais même les failles, tu prenais tout. Je prenais tout. C'était l'histoire du cochon, tout était bon dedans. Tout était bon dedans. Et parce que je voyais que techniquement c'était fabuleux. Mais du coup, c'est sûr que ça a forgé ce que je suis devenu parce que je suis très souvent sollicité plus par les musiciens, des instrumentistes, j'allais dire, que par des chanteurs, tu vois. Donc, parce que mon approche est très instrumentale, l'approche de la voix, tu vois, c'est pas un truc, on va dire, ordinaire, un truc commun. Oui. Et c'est vrai que je fais partie d'une lignée de personnes qui travaillent, qui considèrent la voix vraiment comme un instrument premier d'ailleurs, c'est vrai. On est né avec ça. On chante d'abord. On chante d'abord. Quand on est, tu fais, ce sont des notes. L'enfant, avant dit papa, quand on fait, c'est la chanson. C'est la chanson. Il chante déjà. Il chante avant de parler. Ça va avant de parler. C'est incroyable.